Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Magic the Gathering. C'est Prof Valou qui est là. Donc aujourd'hui on va aborder l'un des decks Commander qui va sortir avec l'extension Final Fantasy de Magic the Gathering. On va parler du deck Commander Final Fantasy X avec comme commandant principal Tidus Gardien de Yuna qui va sortir en ce début de juin 2025. Pour commencer, on va faire une rapide présentation des commandants du deck. Donc le commandant principal s'appelle Tidus Gardien de Yuna. C'est donc une 3-3 pour 3 dans les couleurs Bant, créature légendaire, humain et guerrier, qui dit qu'au début du combat pendant votre tour, on peut déplacer un marqueur d'une créature ciblée que l'on contrôle sur une deuxième créature ciblée que l'on contrôle. Donc ce général va déplacer des marqueurs de n'importe quel type de nos créatures entre elles, ce qui va permettre de renforcer des créatures ou de pouvoir potentiellement réactiver des capacités quand des marqueurs sont mis sur une créature. Deuxième capacité de Tidus, à chaque fois qu'au moins une créature que l'on contrôle avec des marqueurs sur elle inflige des blessures de combat à un joueur, vous pouvez piocher une carte et proliférer. Ne faites ceci qu'une fois par tour. Donc là, on voit l'idée, c'est de mettre nos marqueurs sur des créatures qui vont pouvoir aller toucher un adversaire. Toucher 3 adversaires en commandeur multi ne va pas déclencher 3 fois la capacité. Et on va pouvoir ainsi piocher une carte, donc de la value, et proliférer, c'est-à-dire encore mettre plus de marqueurs qu'on pourra ensuite déplacer sur d'autres créatures. Le commandant secondaire est Yuna Grand Invoker, qui est pour 4 mana dans la même couleur avec 1 mana de plus. C'est une 1/5 créature légendaire humain éclair, qui dit que lorsque l'on engage, on ajoute 1 mana de la couleur de notre choix, et quand on lance notre prochain sort de créature cette aussi, on met sur cette créature 2 marqueurs +1/+1 supplémentaires sur elle. Donc Yuna va plutôt être ça pour renforcer les créatures qu'on va lancer grâce à elle. Alors ça sera malheureusement qu'une fois par tour, sauf si on arrive à la dégager pour pouvoir ajouter son mana pour une autre créature. Deuxième capacité de Yuna, à chaque fois qu'un permanent que l'on contrôle, qui n'est pas forcément une créature, qui peut être un enchantement, un arpenteur ou un artefact, est mis dans un cimetière depuis le champ de bataille, s'il avait au moins un marqueur sur lui, on peut mettre autant de marqueurs +1/+1 sur une créature ciblée. Donc Yuna va rentabiliser la mort de nos permanents, enfin la destruction de nos permanents, pour mettre des marqueurs +1/+1 sur nos créatures. Donc c'est une manière en fait de conserver des marqueurs pour les mettre sur nos créatures. Alors pour l'analyse du deck, je vais tout simplement garder Tidus en tant que commandant principal. Donc dans l'aspect de Tidus, il y a un défaut que l'on peut voir, c'est que Tidus ne génère pas de marqueurs. Il interagit avec les marqueurs, mais il ne génère pas de marqueurs grâce à ses capacités. Il va donc falloir avoir des cartes qui vont générer des marqueurs dans le deck. Tout de suite, on va passer à la répartition des cartes du deck. Donc on voit que par rapport à ce que je viens de dire, le deck est plutôt bien construit, parce qu'on a un tiers du deck qui génère des marqueurs, donc soit en arrivant en jeu, soit en permettant de remplacer sur les créatures. On a 12 cartes de rampe, 6 cartes de pioche, 10 cartes de gestion, 5 cartes de protection, 3 cartes de colère, 3 cartes de tempo, 5 récursions, 8 cartes qui permettent de déplacer des marqueurs ou de proliférer, et 37 terrains. Au niveau de la répartition des cartes, je trouve qu'on est sur une répartition équilibrée. La courbe de mana est en moyenne entre 2 et 3, donc je trouve que les 37 terrains sont un peu justes, je serais montré à 38-39 pour m'assurer des dents de drop. Ensuite, au niveau de la pioche et de la prolifération, je trouve qu'on est sur un bon équilibre, étant donné que tout simplement, le général permet de le faire. Donc c'est bien, je trouve. Et au niveau de la rampe, on est à 12, qui est plutôt un chiffre correspondant à un préco. Au niveau des protections, on est à 5, et vous verrez en fin de vidéo que je montrerai un peu les pistes d'amélioration du deck, et les protections en feront partie. Tout de suite, nous allons aborder les nouvelles cartes blanches du deck. Donc, on va commencer par 2 cartes qui sont Magie de protection Carapace et Cérémonie d'accompagnement. La magie de protection de Carapace va permettre de protéger nos créatures en mettant des marqueurs boucliers sur elles, jusqu'à 3, ce qui est intéressant avec notre général qui va nous permettre donc de protéger nos créatures et ensuite de pouvoir activer les capacités générales si nos créatures vont toucher derrière ou permettre au général de les déplacer. La cérémonie d'accompagnement est un enchantement qui va permettre au début de notre étape de fin de gérer du cimetière. Donc on va exiler une carte d'un cimetière. Alors il me semble que ce n'est pas créature mais que c'est une carte n'importe laquelle. Et si on fait ainsi, on crée un jeton de créature 1/1 blanche esprit avec le vol. Donc c'est très bien pour pouvoir toucher les adversaires avec la capacité de Tidus. Et si elle avait une valeur de mana supérieure ou égale à 4, on va mettre un marqueur +1/+1 sur de 1/1 esprit.
Donc excellent dans la stratégie du deck. Dans le pack, on trouve également des invocations. Donc pour ceux qui ont la rêve, ce sont les chimères de Final Fantasy X. Donc on a l'invocation de Yojimbo pour 4 qui est une 5-5 vigilance. Donc c'est une créature enchantement et saga. C'est-à-dire qu'elle a à la fois les caractéristiques de créature enchantement. Donc c'est une 5-5 vigilance qui va avoir des effets de saga au début de notre entretien. Donc à son arrivée en jeu, Yojimbo va pouvoir exiler une cible artefact enchantement aux créatures engagées qu'un adversaire contrôle, donc une gestion. Sur les deuxième et troisième effets, sur les 2 prochains tours, on va pouvoir empêcher les créatures adverses de nous attaquer, à moins que son contrôleur ne paye 2 pour chacune de nos créatures, donc c'est un effet de prison fantomale ou de propagande. Et effet numéro 4, on va créer X jetons trésor, X étant le nombre d'adversaires qui contrôlent une créature avec une force supérieure ou égale à 4. Alors sachant que sur le dernier effet, Yojimbo se sacrifie, donc il ne pourra pas participer à la phase d'attaque quand il aura son 4ème marqueur. Ça c'est une chose à bien garder en tête pour les invocations. Donc une bonne gestion de la part du Yojimbo qui va nous permettre ensuite un peu de nous protéger des decks aggro adverses. Par exemple, on a ensuite Ixion qui a dans le même esprit est une invocation. Donc qui va à son arrivée en jeu est une 3-3 initiative pour 3 qui va permettre d'exiler une créature spéciale adverse contrôle jusqu'à ce qu'il quitte le champ de bataille. Donc en gros on va la garder 2 tours, parce qu'au 3ème tour on va sacrifier Ixion, donc la créature va revenir en jeu sur le champ de bataille adverse. Deuxième et troisième effet, on va cibler 2 créatures et mettre des marqueurs puissance 1 sur chacune d'elles et gagner 2 points de vie, donc très bien pour générer des marqueurs. Ensuite, on a Gata Iluzu et Auron, 2 autres cartes du deck. Donc Gata Iluzu qui va avoir un effet de protection, donc c'est une créature légendaire flash qui va permettre de prévenir les blessures infligées à une créature qu'on aura ciblée avec l'effet de Gata Iluzu, et ainsi mettre autant de marqueurs +1/+1 sur elle. Donc face à un acte blasphématoire qui va coller 13 blessures à chaque adversaire à chaque créature en commandeur multi, là on va pouvoir se retrouver avec une créature qui va prendre en fait 13 marqueurs +1/+1 et le champ de bataille sera vide. Donc on aura minimum une 14-14 avec Gata Iluzu qui va pouvoir coller des tartes sur un champ de bataille qui va être vide. Auron, gardien vénéré, va être aussi une gestion intéressante. Pour 4, c'est une 2-5 vigilance, donc un body très solide, qui fait qu'à chaque fois qu'elle attaque, on va mettre un marqueur +1/+1 sur lui. Et quand on fait ainsi, on exile une créature ciblée que le joueur défenseur contrôle avec une force inférieure à celle d'Auron jusqu'à ce qu'Auron quitte le champ de bataille. Donc là encore, un effet intéressant de gestion. Sur des créatures en plus, d'autant que c'est intéressant avec Tidus qui déplace ses marqueurs entre les créatures, donc on va pouvoir renforcer Auron avant même qu'il attaque. Donc une très bonne carte de gestion. On va ensuite passer à 2 autres cartes, le Seigneur Giscal Guado et les Chevaliers Chocobo. Donc les Chevaliers Chocobo qui font ici office d'aveur de Ki en quelque sorte, parce que quand on va les jouer pour 4, c'est une 3-3, qui à chaque fois qu'on attaque, pas forcément eux, les créatures que l'on contrôle avec des marqueurs sur elles acquièrent à double initiative. Donc très intéressant, parce qu'on peut le jouer et pas avoir besoin d'attaquer avec, pour tout de suite bénéficier de sa capacité dans le tour. Et le Seigneur Giscal Guado est un excellent tour 2 dans ce deck, qui est 2-1 pour 2 vol, qui va donc permettre de coller des points en début de partie. Et au début de notre étape de fin, si on a mis un marqueur sur une créature ce tour-ci, on enquête, donc on va pouvoir générer une petite value en début de partie grâce à lui. On va ensuite passer aux nouvelles cartes bleues, donc des cartes blanches quand même très intéressantes. Au niveau des cartes bleues, on va plutôt avoir des cartes qui vont permettre de temporiser ou de piocher ou générer des values. Donc dans cette idée, on va avoir Lulu, Gardienne Sévère et Valfor qui vont être des modeurs de tempo dans le deck. Donc Lulu qui est pour 3, une 2-3 humain et sorcier, qui pour 4 permet de proliférer, donc très bien dans le deck, et qui fait qu'à chaque fois qu'un adversaire nous attaque, on va choisir une créature ciblée qui nous attaque, et mettre un marqueur attourdissement sur cette créature. Les marqueurs attourdissement sont des marqueurs qui disent que quand cette créature devait se dégager, elle ne se dégagera pas, et on retire le marqueur attourdissement. Alors on n'empêche pas la créature d'attaquer sur le tour où elle attaque, par contre on l'empêche d'attaquer sur le prochain tour adverse, du moins de se dégager. Donc très intéressant, surtout que Lulu permet de proliférer, c'est-à-dire qu'en final on peut maintenir les marqueurs attourdissement durant la partie, ce qui fait qu'on a des créatures qui pourraient ne jamais attaquer, parce qu'elles seraient toujours contraintes d'être engagées à cause des marqueurs attourdissement. Valfor va avoir aussi un effet de tempo, c'est une 5-4 vol en créature enchantement et saga. Quand elle arrive en jeu, chaque adversaire va renvoyer dans sa main la carte de créature avec la valeur de mana la plus élevée. Donc de cette manière, on va renvoyer en main les grosses créatures adverses. Donc on va gagner un peu de tempo par rapport à ça. Et le deuxième, troisième et quatrième effet, c'est de mettre un marqueur attourdissement sur une créature qu'on va engager au préalable. Donc là on va vraiment bloquer des créatures adverses.
D'autant que dans le deck, je rappelle que Tidus permet de proliférer quand on touche un adversaire. Valfor étant une 5-4 vol, on peut donc attaquer, toucher l'adversaire et proliférer sur par exemple les marqueurs qu'il aura placés. Ensuite, on a le Stade de Blitzball qui va être une excellente carte dans le pack. Donc pour 1 et X, c'est un artefact. Quand il arrive, on soutient X, c'est-à-dire qu'on peut cibler jusqu'à X créatures et mettre un marqueur puissant sur chacune d'elles. Donc très bien quand on a un board assez large pour générer pas mal de marqueurs. Et pour 3 et on l'engage, jusqu'à la fin du tour, une créature ciblée acquiert à chaque fois qu'une créature inflige des blessures de combat à un joueur, enfin que cette créature inflige des blessures de combat à un joueur, piocher une carte pour chaque sorte de marqueur sur elle. Elle ne peut pas être bloquée ce tour-ci. Donc excellent avec Tidus, tout simplement parce qu'on peut rendre Tidus imbloquable, voire même une autre créature, celle qui a le plus de marqueurs différents. Donc par exemple un marqueur bouclier, un marqueur +1/+1, un marqueur vol, un marqueur initiative par exemple. Et quand cette créature va toucher, et ben on va piocher autant de cartes. Et le fait de la rendre imbloquable fait que ça va déclencher la capacité de Tidus, qui va donc permettre de piocher une carte et de proliférer. Donc excellente carte qui vient vraiment compléter la stratégie du commandant. On passe ensuite à 2 cartes que j'estime être très importantes dans le pack, qu'il faudra laisser à tout prix. Donc on a Oaka, marchand itinérant, qui est pour 2 une 1-2, qui quand on l'engage, on retire un marqueur et on pioche une carte. Très intéressant avec les sagas pour retarder leur destruction, mais ici refaire leur effet. Pensez à Valfor, il arrive en jeu, chaque adversaire envoie dans sa main la créature avec le coût de mana le plus élevé. J'ai Waka à côté, j'engage Waka, je retire le marqueur de Valfor, ce qui fait qu'au prochain tour, Valfor va refaire son effet. Donc vraiment très intéressant, et entre temps, j'aurai pioché une carte. Riku, quant à elle, va être très intéressante parce qu'elle va nous permettre, à chaque fois qu'on met un marqueur sur une créature, elle va être imbloquable pour le tour. Donc c'est-à-dire qu'avec Tidus, on déplace un marqueur à la créature imbloquable et on déclenche l'effet de Tidus si on touche, donc très intéressant. Et sa capacité volée va nous permettre de prendre les marqueurs des créatures adverses pour les mettre sur les nôtres. Donc excellent de pouvoir renforcer nos stratégies tout en amenuisant celles de l'adversaire. Donc en bleu, ce sont vraiment des cartes très intéressantes pour tempo, déplacer les marqueurs et retirer des marqueurs. On va ensuite passer aux cartes vertes qui elles vont plutôt générer des marqueurs. Donc on a dans ces stratégies Simour, Trommel et le Sphérié qui sont d'excellentes cartes pour gérer des marqueurs à nos créatures, pouvoir proliférer ainsi qu'également renforcer les créatures en leur donnant la portée de piétinement par le Sphérié. Donc d'excellentes cartes de renforcement pour la stratégie marqueur. On a ensuite 2 autres cartes qui sont la Sifflement de Yuna et la Décision de Yuna, qui vont nous permettre soit de générer de la value en sacrifiant une créature, en piochant une carte et en mettant sur champ de bataille une carte de créature ou de terrain, ou de récupérer des cartes de permanence depuis notre cimetière, et le Sifflement de Yuna, qui va nous permettre d'aller chercher une carte de créature, enfin, de révéler jusqu'à trouver une carte de créature, et on va mettre autant de marqueurs +1/+1 sur une créature ciblée que l'on contrôle, X étant la valeur de cette carte. Donc, de très bonnes cartes. Dernière carte en verte. Excusez-moi. L'invocation des Sœurs Magus, qui est tout simplement une créature enchantement et saga 5/5 célérité pour 5. Donc dès qu'elle va arriver en jeu, on va faire son premier effet et on va pouvoir attaquer dans la foulée. Pour les Sœurs Magus, la particularité, c'est qu'on a 3 effets, mais qui vont être choisis au hasard. Mais qui, les 3 effets rentrent complètement dans la stratégie du deck. Soit on met des marqueurs sur une créature ciblée, soit on met un marqueur bouclier et on gagne 3 points de vie. Donc on a une diversité de marqueurs sur les Sœurs Magus. Et sinon, on fait une gestion. Donc très bien si on veut enlever des bloquants pour pouvoir toucher avec notre créature et ainsi déclencher l'effet du général. On va ensuite passer aux nouvelles cartes multicolores, qui sont au nombre de 5. On a Waka et Kimari, d'excellentes cartes, d'excellents drop 4. Donc Waka qui a porté piétinement, très bien pour toucher l'adversaire et déclencher l'effet de notre général. Quand il touche, on va pouvoir détruire un artefact de l'adversaire et mettre un marqueur +1/+1 sur Waka. Et si Waka a eu un marqueur durant le tour, à notre étape de fin, on va mettre un marqueur +1/+1 sur chaque autre créature. Donc excellente carte qui permet de gérer et de générer des marqueurs. Kimari, lui, quant à lui, va avoir un fonctionnement différent, un peu plus tempo. Pour 4, on a une 3/3 vigilance, donc il ne va pas s'engager. Au début du combat, on va mettre un marqueur sur Kimari et engager une créature ciblée qu'un adversaire contrôle. Donc on va enlever littéralement un bloquant d'un adversaire. Et Kimari va être une copie de cette créature jusqu'à le prochain combat, où il pourra à nouveau recopier une créature. Donc excellente carte qui permet d'enlever un bloqueur, de copier une créature avec ses capacités, ses effets, et de pouvoir toucher l'adversaire, parce que en enlevant un bloqueur, on va donc forcément permettre de toucher l'adversaire et déclencher l'effet du général.
On a Sheinda qui sera un excellent drop 2, qui est une 2-2 lien de vie, humain éclair, et qui dit qu'à chaque fois qu'une créature que l'on contrôle arrive, on met un marqueur de puissance sur cette créature, si sa force est inférieure à celle de Sheinda. Sinon, si elle est égale ou supérieure, on met un marqueur de puissance sur Sheinda. Donc quoi qu'il arrive, c'est une carte qui va générer des marqueurs à l'arrivée en jeu d'une créature, même jeton, donc ce qui est très intéressant. Quand on va générer une armée de jetons, sa capacité va se déclencher autant de fois qu'il y a de jetons. Et le lien de vie va permettre un peu de faire la course au point de vie. Et enfin, dernière carte multicolore, un peu le gros steak, gros pâté du deck, Signe Cataclysme sans fin, pour 7 en 6 mixte, une 5-5 vol piétinement, donc d'excellentes capacités qui vont permettre de toucher l'adversaire. C'est un Léviathan et Avatar, qui dit que quand il arrive en jeu, on retire tous les marqueurs de n'importe quel nombre d'artefacts, de créatures et d'enchantements. Et s'il arrive avec X marqueurs plus 1, X étant 2 fois le nombre de marqueurs retirés de cette manière. Ici, l'intérêt, ça peut être de retirer des marqueurs de nos créatures, mais en fait, c'est surtout de retirer des marqueurs chez les adversaires. Parce qu'en fait, dans la capacité de Signe, ça ne cible pas que nos bêtes, on peut cibler des artefacts, des créatures d'enchantement, des permanents adverses. Donc très intéressant si on veut retirer des marqueurs d'une créature, des marqueurs d'un artefact ou d'un enchantement. Très bien aussi pour nous sagas, on va retirer les marqueurs des sagas pour qu'elles refassent tous leurs effets, et renforcer Sin. Et l'avantage c'est que quand Sin meurt, on va mettre tous ces marqueurs sur une créature ciblée, donc on va conserver tous les marqueurs qu'il a générés, et Sin va être remélangé dans notre bibliothèque, donc un système de récursion. C'en est fini pour les nouvelles cartes du deck. On va ensuite maintenant passer aux bonnes réimpressions. C'est-à-dire dans le pack, on a des bonnes cartes qui ont été réimprimées. On a par exemple l'érudit, la sage de la spirale et l'incubation druidique qui vont être d'excellentes cartes pour ramp en début de partie. Donc soit en générant du mana en les engageant avec des marqueurs, soit en retirant des marqueurs pour aller chercher des landes. On a également l'Indolent des gouffres, la mage des grands fonds et le patron qui vont permettre de générer de value, avec par exemple l'Indolent des gouffres qui va nous générer une armée de tokens 1-1 traverser des îles. Excellent s'il y a des îles en face et que ça va déclencher la capacité de notre général. La mage des grands fonds va rentabiliser chaque déplacement de marqueur sur elle par une pioche, par une carte, donc on va pouvoir faire de la value. Et le patron généreux va pouvoir mettre des marqueurs, et à chaque fois qu'un marqueur est mis sur une créature qu'on ne contrôle pas, on pioche une carte. Donc excellent pour pouvoir piocher sur la génération de marqueurs des adversaires. Ensuite, en termes de gestion, on a la baliste et le fléau du progrès qui vont permettre de gérer les boards adverses grâce aux marqueurs. Alors le fléau va permettre de race-board artefacts et enchantements et de mettre autant de marqueurs sur lui. Attention à nos sagas et à nos enchantements quand même. La baliste va permettre, en mettant des marqueurs sur elle, de pouvoir coller un point de dégâts à une cible en retirant ses marqueurs. Donc très bien si on veut pouvoir rentabiliser nos marqueurs et faire une petite gestion. Ensuite, en termes de récursion, on a la Phalène pondeuse lumineuse qui va dire qu'à chaque fois qu'une créature que l'on contrôle sans le vol meurt, on la renvoie sur le champ de bataille sous notre contrôle avec un marqueur vol sur elle. Très intéressant avec le général parce qu'en fait, grâce à elle, on va générer des marqueurs vol sur des créatures qui devraient mourir. Mais grâce au général, on peut déplacer ces marqueurs vol sur d'autres créatures et ainsi permettre que ces créatures qui ont perdu le marqueur vol de pouvoir à nouveau revenir avec la Phalène, par exemple si elle devait mourir. Donc très intéressant pour générer des marqueurs pour le général. On a ensuite le combat truqué, l'ancien immémoré et les écailles renforcées qui vont renforcer, façon de parler, nos stratégies marqueurs +1/+1. Et on a aussi le verdict accablant qui est une excellente réimpression qui fera office de Vras asymétrique dans le deck vu que normalement toutes nos créatures auront des marqueurs sur elles et que ceux des adversaires n'en auront pas. Et si jamais elles en ont, je rappelle qu'on a Riku qui permet de voler des marqueurs adverses ou Sin qui permet de retirer tous les marqueurs des créatures adverses. Donc ce qui sera très intéressant de mettre en interaction. Au sujet des améliorations du deck, le deck est sur une stratégie mi-aggro, mi-ramp. Donc au niveau des améliorations, je vais vous proposer quelques cartes qui vont plus tourner vers le ramp, vers le mid-range, pardon, car c'est plutôt une stratégie que j'affectionne. Donc dans ce cas, je propose de mettre Évolution, Ozolite et la Saison des doublements, qui sont des cartes qui vont renforcer le doublement des marqueurs +1/+1, ainsi que des tokens pour la saison des doublements. On a aussi Richkar, Tetukal et Falco qui vont vraiment être des très bonnes cartes d'amélioration pour le deck, l'un permettant à nos créatures avec des marqueurs de générer du mana, l'un permettant de générer des marqueurs indestructibles en retirant 3 marqueurs, sachant qu'avec le général on peut déplacer le marqueur indestructible de Tetukal
sur notre créature, ça va permettre de régénérer des marqueurs indestructibles. Donc très intéressant pour rendre notre board indestructible. Tekutal qui a aussi un effet de doubler notre prolifération grâce au général, donc très bien. Et Falco qui est un petit peu un troisième général du deck, qui vole piétinement pourra donc toucher les adversaires pour qu'on puisse déclencher la capacité de Tidus, mais qui en plus, en retirant des marqueurs, nous permet de jouer des cartes depuis le dessus de la bibliothèque, donc très bien pour faire des value. Enfin, on a l'avantage mutationnel, l'ascendance des courtiers et Ezuri, pisteur de sphères qui vont renforcer nos stratégies. Ascendance des courtiers qui va générer des marqueurs. Ezuri qui va faire de la value sur nos proliférations et qui permet lui aussi de proliférer 2 fois à son arrivée en jeu en payant 3 de plus. L'avantage mutationnel sera un excellent sort de protection pour protéger nos créatures avec les marqueurs tout en permettant de proliférer. Enfin, en autre amélioration, on a Zegana Roalesque et Tanazir, des créatures simiques qui vont là aussi renforcer la stratégie des marqueurs, avec première actrice Zegana qui va nous permettre de piocher à son arrivée en jeu et de générer des marqueurs, Roalesque qui va générer des marqueurs, qui a le vol épitement, donc qui va permettre de toucher facilement et de proliférer 2 fois à sa mort. Tanazir Kandris qui va à son arrivée en jeu doubler le nombre de marqueurs puissance 1 sur une créature que l'on contrôle, et quand il attaque va attribuer sa force en endurance à chacune de nos bêtes. Donc il va nous permettre de faire des grosses phases de sauce et son vol épitement permettra d'activer la capacité du général Tidus. Dernière carte en amélioration que je peux proposer, Sapsunen de Luxa incarné, excellente carte. Et pour vous montrer l'intérêt de Sapsunen avec le général, je vous propose une petite interaction. Donc imaginons que nous avons Tidus gardien de Yuna et Sapsunen Luxa incarné sur le champ de bataille. Sapsunen de Luxa incarné vient d'arriver. Ce qui va se passer est la suivante. Sapsunen va donc prendre un marqueur +1/+1 avec son effet. Donc, à savoir que au début de notre première phase principale, on met un marqueur +1 sur lui. À ce moment-là, on résout la suite. S'il y a un nombre impair de marqueurs sur lui, on pioche 2 cartes. Sapsunen a donc un nombre impair de marqueurs +1/+1, on va donc piocher 2 cartes. À ce moment-là, on peut très bien faire en sorte que Tidus, au début du combat, retire le marqueur de Sapsunen pour se l'attribuer à lui ou à une autre créature. De cette manière, ce qui fait qu'au prochain tour, Sapsunen, quand elle va reprendre un marqueur +1/+1, va de nouveau nous permettre de piocher 2 cartes. Donc déjà, de cette manière, on peut s'assurer d'avoir une pioche de 2 cartes supplémentaires à chaque tour en ayant cette stratégie. On peut aussi imaginer la chose suivante. Imaginons que Tidus a un deuxième marqueur, et que Sapsunen, au début de notre première phase principale, va donc prendre son marqueur. On pioche donc 2 cartes. À ce moment-là, on peut très bien décider de retirer le deuxième marqueur de Tidus pour le mettre sur Sapsunen au début du combat. De cette manière, Sapsunen a un nombre pair de marqueurs et va donc pouvoir attaquer. La portée ici va être intéressante pour qu'elle puisse bloquer, mais le piétinement va surtout permettre à Sapsunen de trigger la capacité de Tidus, ce qui fait que Sapsunen trigger la capacité de Tidus, on va donc piocher une carte, générer un troisième marqueur sur Sapsunen, générer un deuxième marqueur sur Tidus. De cette manière, on va donc renforcer notre board. Au tour suivant, Sapsunen va donc prendre un quatrième marqueur. On pourra aussi déplacer ce marqueur, ainsi de suite. Ce qui est très intéressant, c'est que dans le cas de la prolifération, ici on ne mettra pas le troisième marqueur au Sapsunen, pour pouvoir se garantir qu'au prochain tour, Sapsunen prenne un troisième marqueur, on pioche 2 cartes, et on déplace ce marqueur sur notre créature, ici par exemple Tidus, et ensuite de suite. Vous voyez donc clairement qu'avec Tidus et Sapsunen sur le board, on s'assure de piocher 3 cartes à chacun de nos tours, en faisant le jeu de déplacement des marqueurs. Donc excellente interaction dans le deck. En conclusion du deck, vous voyez, on arrive à la fin de cette analyse de deck. Au niveau des points positifs que je vois au deck, c'est un commandant que je trouve très polyvalent, je trouve que Tidus est très polyvalent. Il propose énormément de mécaniques, déplacement de marqueurs, pioche de cartes et prolifération. Néanmoins, les cartes en lien avec les mécaniques du général sont plutôt assez conséquentes. On a pas mal de cartes qui interagissent correctement entre elles. Je trouve que par rapport à ça, la stratégie du deck est plutôt assez solide. On a une bonne courbe de mana, c'est-à-dire que pour un précon, on ne va pas être embêté à se dire je vais seulement jouer à partir du tour 4 ou 5. On a énormément de cartes qui se jouent à 2 ou à 3. Au niveau des points négatifs, on a un manque de protection, je trouve, parce que notre stratégie dépend énormément du général. C'est-à-dire que si Tidus n'est pas sur le board,
On va certes avoir des cartes qui vont prendre le relais, mais le général va donner énormément d'impact à notre stratégie. Donc il faudrait renforcer avec plus de protection, je trouve. 5 pour moi, c'est pas suffisant. Ensuite, je trouve que la stratégie du deck est un peu entre l'agro et le mid-range. C'est-à-dire qu'il va falloir choisir. Soit on part vraiment sur une stratégie agressive avec des cartes qui arrivent tour 1, tour 2 avec des marqueurs pour que quand on va jouer le général tour 3, bah, tout de suite sa capacité va pouvoir être déclenchée et on va pouvoir renforcer nos créatures jouer tour 1, tour 2 très rapidement, tout en générant de la value. Soit on part sur une stratégie mid-range, c'est-à-dire que là on va plutôt chercher à s'installer en début de partie, et quand on va jouer notre général, pas forcément tour 3, on va tout de suite pouvoir générer de la value et générer des déplacements de marqueurs qui vont faire des effets, comme sur la mage des grands fonds ou Sap Sunen. Quelques conseils, mais ça s'applique à naturellement tous les decks commandeurs. Vu qu'on est limité à 99 cartes, il faut remplacer les cartes du deck qui n'ont qu'un seul effet par d'autres remplissant le même rôle mais en lien avec les marqueurs. Et ça par exemple, je vais vous donner un exemple très concret. Je vais ici vous montrer par exemple la marine inexorable qui se trouve dans le deck. C'est pour 5 un enchantement qui dit que lorsque l'on lance un sort, on prolifère. On peut se dire au premier abord que c'est une excellente carte dans le pack parce qu'à chaque fois qu'on va lancer un sort, on va proliférer, c'est-à-dire qu'on va générer des marqueurs sur tous les permanents que l'on contrôle. Oui, mais le problème ici, c'est que la marine inexorable, ce n'est pas une créature. C'est-à-dire que par exemple, Tidus ne va pas pouvoir déplacer de marqueurs sur elle, et en fait, la marine inexorable, elle ne génère pas de marqueurs si on ne lance pas de sort. En fait, avec la marine inexorable, on est contraint de lancer un sort à chaque fois si on veut générer du marqueur. Moi, par exemple, je remplacerai la marine inexorable par Sap Sunen. Pourquoi? Quels sont les avantages? Déjà, c'est une créature, donc elle va pouvoir mieux interagir avec le commandant, et donc déclencher le trigger du commandant. Deuxièmement, elle génère des marqueurs. Deuxièmement, elle nous fait piocher. Et elle a une capacité d'évasion qui lui permet de toucher l'adversaire. Donc si on raisonne bien, quand Tidus est sur le champ de bataille, la marine inexorable ne nous sert pas à grand chose. Par contre, Sap Sunen, contrairement à la marine inexorable, elle va nous générer de la value, 2 cartes, que la marine inexorable ne fait pas. Elle va nous générer des marqueurs, que la marine inexorable ne fait pas. Et Sap Sunen pourra proliférer, parce que si jamais elle touche alors que le commandant est sur place, elle va faire un effet de prolifération. Donc au final, on voit très clairement ici que en remplaçant juste une carte par une autre, non seulement on renforce la stratégie du général en mettant des créatures qui vont générer des marqueurs, générer des values et une capacité d'évasion, tout en remplaçant l'effet de la carte enlevée par la prolifération du général. Donc moi je trouve ici que c'est vraiment le style de carte qu'il faut remplacer, c'est j'ai une carte qui interagit avec les marqueurs, mais le commandant demande à ce que des créatures touchent l'adversaire pour proliférer. Je vais donc mettre une créature qui va faire non seulement cet effet, et plus par ailleurs. C'en est fini pour cette vidéo, je vous remercie de l'avoir visualisé, de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que cette vidéo vous sera utile pour la construction de ce deck. Je vais potentiellement analyser les prochains decks commandeurs et vous proposer la même chose, c'est-à-dire l'analyse des nouvelles cartes, vous faire l'analyse des bonnes impressions et les possibles améliorations et interactions qu'on peut avoir dans le deck. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite de bonnes parties avec vos amis. Au revoir.